Bonjour et bienvenue à cette webconférence de la Poste Occitanie qui est dédiée à la présentation de la stratégie numérique de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Merci à vous d'y participer. Je m'appelle Hélène Lecomte, je suis l'animatrice de la Poste Occitanie, plateforme d'observation sociale. Nous réunissons des acteurs de l'action sociale du territoire régional, à savoir des délégations régionales de l'État, des organismes de protection sociale, des associations, des collectivités, des universités, des écoles. Et ces structures, elles adhèrent à la Poste sur la base du volontariat. L'objet principal de cette plateforme étant de produire une connaissance partagée et utile aux acteurs de l'action sociale sur les phénomènes sociaux observés sur notre territoire. Et nous nous efforçons également de valoriser les bonnes pratiques et de favoriser l'interconnaissance de ces acteurs pour mieux mutualiser et coordonner leur action. Alors voilà pour une rapide définition de la Poste pour vous en signifier l'objet. Et si vous voulez plus de détails, je vous invite à consulter notre site web. Un point maintenant sur le déroulé de cette séance. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. Les 25 premières seront dédiées à la présentation de Valérie Bruguière, que vous voyez ici à l'écran, et les 15 à 20 minutes suivantes à nos échanges au travers d'une session de questions-réponses. Je vous invite donc tout au long de la présentation de Valérie Bruguière à poser vos questions, à commenter, à nous interpeller. Tout cela par écrit pour que nous puissions enchaîner avec vos contributions à l'issue de cette présentation. Et je vais donc maintenant inviter Valérie Bruguière à vous présenter la stratégie d'inclusion numérique de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Valérie Bruguière est responsable du secteur des actions collectives et des partenariats de l'action sociale et santé à la direction de l'action sociale et des interventions sociales de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Valérie, avant de nous présenter, je vais enlever cette vidéo, voilà, et vous mettre à l'écran. Avant de nous présenter cette stratégie d'inclusion numérique et de nous expliquer quels sont les partenariats que vous nouez avec les acteurs locaux et les acteurs de la médiation, vous allez commencer par une rapide présentation de la CARSAT et de son offre de service global. C'est à vous. Merci Hélène. Donc j'ai partagé ma présentation et je remercie Hélène et Dominique de m'avoir invité à ce webinaire pour vous présenter la stratégie d'inclusion numérique de la CARSAT du Languedoc-Roussillon. Avant de vous présenter cette stratégie, Hélène vous l'a dit, je vais m'attarder à vous présenter très rapidement, mais ceci est extrêmement important. Quelles sont les missions d'une CARSAT, caisse d'assurance retraite et de santé au travail? Quelles sont les offres de services que nous retrouvons au sein du service Action sociale et santé, là où a été expérimentée cette stratégie d'inclusion numérique? Et enfin, je prendrai le temps de vous présenter cette stratégie. Quelles sont les missions d'une CARSAT? Je vous l'ai dit, caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Nous avons 3 grandes missions. La première qui est de préparer et de servir le droit retraite. La seconde est celle de l'accompagnement. L'accompagnement des usagers les plus fragiles, fragilisés par la maladie ou fragilisés par le passage à la retraite, qui génère un isolement social ou une précarité économique. Et enfin, la troisième mission est celle de préserver la santé et la sécurité des salariés en entreprise. Donc vous voyez, nous sommes positionnés sur ces 3 grandes missions et nous sommes là tout au long de la carrière professionnelle des salariés. Je vous l'ai dit, cette stratégie d'inclusion numérique, nous l'avons expérimentée au niveau du service Action sociale et santé. Nous avons sur ce service un enjeu fort qui est de prévenir les effets du vieillissement. Pour ce faire, nous mobilisons 3 offres de services. La première offre qui est l'information et le conseil. La deuxième offre, les actions individuelles. Et enfin, tout le programme d'action collective que nous pouvons mobiliser. Ceci pour que les retraités les plus à risque de fragilité en santé sociale, qui sont isolés socialement, qui sont en précarité financière, qui ont d'autres problématiques, nous mettons tout en œuvre pour que ce public puisse vieillir chez lui dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible.
Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter ces 3 offres de services. La première offre est celle de l'information et du conseil. Au niveau de la CARSAT, nous avons développé en 2014 des entretiens de prévention. Au cours de ces entretiens de prévention, qui s'adressent à un public vulnérable de retraités, un gestionnaire va, avec ce retraité, à partir d'une grille multidimensionnelle, identifier quels sont les besoins de ce retraité, quelles sont les problématiques qui l'empêchent d'avoir une avancée en âge réussie. Une fois que ce diagnostic a été posé, l'intérêt est que le gestionnaire va pouvoir conseiller, informer et orienter la personne vers le bon interlocuteur qui sera en capacité de prendre en charge la problématique de la personne. Je vais vous citer quelques exemples pour illustrer ces propos. Ça peut être un retraité qui est en renoncement aux soins et qui ne connaît pas les dispositifs de l'assurance maladie. Ça peut être une personne qui est en situation d'aidant et qui s'épuise de par cette situation et qui ne connaît pas les plateformes de répit ou les autres dispositifs pour l'accompagner. Ça peut être une personne qui est à son domicile et qu'avec l'avancée en âge, rester au sein de son logement devient extrêmement compliqué et qui ne connaît pas le dispositif Oscar que je vous présenterai tout de suite après. Ou tout simplement, ça peut être une personne qui a envie de participer à des actions de prévention et qui ne sait pas où s'adresser. Et là, nous sommes là également pour la conseiller et l'orienter vers l'offre de prévention. Donc, vous voyez, l'enjeu de ces entretiens est de pouvoir très simplement, avec la personne, identifier quelles sont ses difficultés qui pénalisent son bien-vieillir et pouvoir la conseiller, l'informer et surtout l'orienter vers le bon interlocuteur. Depuis 2016, nous formons des structures labellisées à cette méthode. Qui sont ces structures? Des centres sociaux, des CCAS, des associations, toutes les structures qui sont sur les territoires, qui sont en contact direct avec ces usagers et qui ont envie d'apporter une offre de prévention individuelle. Et nous sommes là pour accompagner ces structures vers l'appropriation de cette méthodologie dans l'intérêt des usagers. Je vous ai parlé de Oscar, notamment lorsque la personne est chez elle et qu'elle commence à avoir des difficultés pour rester à domicile. Peut-être que certains d'entre vous connaissent les plans d'aide personnalisés de la CARSAT. Ces plans d'aide sont progressivement remplacés par le dispositif Oscar, l'offre de services coordonnés pour l'accompagnement de ma retraite. Et derrière ce dispositif Oscar, il y a 3 offres complémentaires de prévention qui sont mises à disposition des retraités les plus fragiles pour qu'ils puissent rester chez eux dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible. Quelles sont ces 3 offres? La première, c'est un forfait de prévention qui est pris en charge à 100% jusqu'à 500 €. Derrière ce forfait de prévention, nous retrouvons des choses simples comme du conseil en gestion, une aide à la sortie, une aide pour réaliser des petits travaux. Ça peut être aussi un soutien bien-être, un soutien psychologique ou un kit prévention comme des barres d'appui ou un kit lumineux qui s'allume lorsque la personne se réveille la nuit. Des choses simples et légères qui sont facilement mobilisables pour que la personne reste chez elle. C'est le premier dispositif. Le deuxième dispositif, qui est complémentaire, ce sont des heures d'accompagnement et de prévention à domicile, où là, la personne peut bénéficier d'une aide à la vie quotidienne, où la personne va pouvoir l'accompagner dans quelques tâches ménagères ou tout simplement l'accompagner à l'extérieur pour réaliser ses courses ou participer à l'offre de prévention que nous déployons. Ces 3 services sont complémentaires et sont coordonnés par une structure, et ce, dans l'intérêt du retraité, pour qu'il puisse mobiliser ces dispositifs facilement et pouvoir en bénéficier. La dernière offre que je vais vous présenter, ce sont les actions collectives de prévention. Sachez que l'ensemble des actions collectives de prévention, vous pouvez les retrouver sur le portail Pour bien vieillir. Sur ce portail,
chaque retraité, chaque structure, en se géolocalisant, va pouvoir retrouver toute l'offre de prévention à proximité de chez elle et pouvoir s'inscrire pour y participer. Quelle est cette offre de prévention? Nous avons 8 grands thèmes d'action de prévention en faveur du bien vieillir pour que les personnes puissent y participer et avoir une avancée en âge réussie. Nous avons les ateliers Bienvenue à la retraite, les ateliers activités physiques adaptées, nutrition, sommeil, cognition, équilibre, habitat et le dernier, l'autonomie numérique. Toutes ces actions de prévention sont référencées dans le portail pour bien vivre. Il faut savoir qu'au niveau de la CARSAT, nous ne réalisons pas ces actions de prévention. Néanmoins, nous lançons des appels à projets pour que chaque structure qui est au contact direct avec les usagers et qui a envie de mettre en place une offre de prévention sur son territoire à destination de ses retraités les plus fragiles, nous sommes là. Et nous sommes là en lançant des appels à projets où ces structures peuvent candidater et recevoir des subventions pour mettre en place cette offre de collective. Nous lançons ces appels à projets, CARSAT, mais également l'association interrégime Cap Prévention Senior ou également les appels à initiative de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Toutes ces institutions sont là, mobilisent des fonds, lancent des appels à projets pour que sur les territoires, l'offre de prévention puisse être présente et que les plus fragiles puissent y bénéficier gratuitement. Alors, Valérie, merci pour cette présentation de la CARSAT. Vous allez maintenant nous expliquer en quoi consiste la stratégie d'inclusion numérique de la CARSAT, instaurée en 2015. Et en vous plaçant d'une part d'un point de vue des retraités avec des exemples de ce dont ils peuvent bénéficier, et d'autre part du point de vue des porteurs de projets en mentionnant les possibilités d'organisation de l'accompagnement. Tout à fait, Hélène. Donc, nous avons développé une stratégie d'inclusion numérique que je vais vous présenter et qui s'articule sur 4 axes prioritaires. Ces axes sont l'accompagnement des retraités, l'accompagnement des porteurs de projets et l'offre de prévention que nous allons développer. Tout ceci, pourquoi? Parce que vous l'avez vu, je vous ai dit que le dernier référentiel était le référentiel de l'inclusion numérique. Et depuis plusieurs mois, nous finançons sur les territoires la mise en place d'ateliers numériques, soit d'initiation, soit de perfectionnement. Ceci est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en 2022, l'ensemble des services en ligne seront accessibles en ligne. Je vais vous citer quelques exemples très concrets. Depuis plusieurs années, nous le savons, la démarche des impôts se fait en ligne. Au niveau de la CARSAT, lorsqu'on souhaite déposer sa demande de retraite, ça se fait en ligne. Consulter son décompte de remboursement de soins médicaux, ça se fait via Amélie, en ligne. Et il est vrai que d'autres services se mettent en place en ligne et qui sont facilitants, notamment les actes de télémédecine ou encore tout simplement lorsqu'on a envie d'aller au cinéma, on peut acheter ses billets en ligne et on présente son téléphone avec le QR code et on rentre simplement. Donc, il est vrai que pour les personnes qui sont à l'aise avec cette autonomie digitale, on peut accéder facilement à ces services. Par contre, il est vrai que les personnes qui sont éloignées du numérique peuvent être en difficulté et parfois être dans des situations de renoncement. Renoncement aux droits, renoncement aux soins, renoncement à la prévention. Et là, l'enjeu pour la CARSAT est de pouvoir accompagner les retraités les plus fragiles dans cette transition numérique, mais également nos porteurs de projets. Sur ces ateliers d'initiation au numérique, nous avons fait le constat suivant. Les personnes qui viennent à ces ateliers sont en général des personnes qui sont équipées de smartphones, équipées de tablettes, équipées d'ordinateurs et qui ont envie soit de renforcer leurs compétences numériques, soit d'être plus à l'aise.
Et nous nous sommes dit, comment va se passer cette transition numérique pour les personnes qui ne sont pas équipées? Et je vous l'ai dit, en 2022, il y a quand même cet enjeu où l'ensemble des démarches se feront en ligne. Et là, nous avons lancé une expérimentation. Cette expérimentation vise, sur le Languedoc-Roussillon, à repérer 500 retraités à risque de fragilité en santé sociale. Ce sont des personnes qui sont isolées socialement, ce sont des personnes qui ont des difficultés financières et qui ne peuvent pas acquérir le matériel numérique et qui ne peuvent pas non plus s'initier. Et nous sommes là pour les équiper. Au-delà de l'équipement, nous sommes également présents dans l'accompagnement. Pourquoi? Parce que si nous remettons un équipement numérique à une personne qui n'a jamais utilisé un ordinateur, une tablette, elle sera dans l'incapacité de s'en servir. Et là, nous passons à côté de l'enjeu de ce projet. Et donc, au-delà de l'équipement, nous sommes présents dans l'accompagnement individuel de 8 heures pour accompagner la personne vers cette première autonomie digitale, mais surtout pour lui donner confiance d'aller plus loin. Nous ne sommes pas seuls sur ce projet. Nous mobilisons les partenaires de l'action sociale qui sont sur les territoires, qui sont en capacité de repérer ce public les plus à risque de fragilité. Fragilité en santé sociale, fragilité sur le numérique. Et donc, ce sont ces partenaires qui travaillent avec nous sur cette expérimentation. Les retours sont probants. Pourquoi? Parce que lorsque nous remettons l'équipement numérique à la personne, nous lui demandons de s'auto-évaluer sur différents axes. Comment vous considérez-vous en termes d'autonomie sur la réalisation des services en ligne, sur la réalisation d'un acte de télémédecine, sur le fait de consulter la presse en ligne, sur le fait de pouvoir correspondre avec votre proche via un mail, sur le fait de pouvoir participer à un webinaire, sur différents axes. On voit que ces personnes se considèrent comme pas du tout à l'aise. À la fin de l'accompagnement individuel, nous réévaluons ces personnes. Et là, il s'avère qu'à la fin de l'accompagnement individuel, les personnes progressent. Elles s'estiment comme à l'aise pour recevoir un mail, à l'aise pour échanger avec des proches, à l'aise pour aller chercher une information sur Internet, comment réaliser telle recette de cuisine en allant sur Marmiton. Ça, elles sont à l'aise. Par contre, il est vrai que réaliser une démarche en ligne ou réaliser un acte de télémédecine reste compliqué pour elles. Au regard de ceci, nous avons décidé de reproduire cette expérimentation sur l'année 2022 avec les partenaires qui sont mobilisés depuis l'année 2021, mais avec d'autres partenaires, d'autres CCAS, d'autres centres sociaux, d'autres associations qui ont envie de se mobiliser sur ce sujet. Et nous allons plus loin. Nous sommes toujours sur l'équipement numérique des retraités les plus à risque de fragilité. Nous sommes toujours dans cet accompagnement individuel qui permet de donner de la réassurance aux personnes, de leur donner confiance, de leur montrer qu'elles sont capables de le faire. Et après, l'enjeu est que ces personnes qui ont développé une première autonomie digitale continuent à travailler les acquis en participant à des ateliers collectifs d'initiation au numérique. Voilà le premier axe de la stratégie numérique que nous avons développée au niveau de la CARSAT. Le deuxième axe est celui de l'accompagnement, mise en place d'ateliers hybrides qui mêlent à la fois le présentiel et le distanciel. Pourquoi cet axe? Lors du premier confinement, et par la suite sur les confinements précédents, nous avons vu que toute l'offre de prévention qui se met en place en présentiel a été arrêtée, a été interrompue. Il est vrai qu'il était important pour les porteurs de projets à continuer à se mobiliser pour être présents avec les retraités qui avaient l'habitude de participer
à ces ateliers de prévention qui ont un impact positif sur leur avancée en âge, mais il était aussi important de conserver le lien social. Et pour ce faire, ces porteurs de projets ont été innovants. Ils ont tout mis en œuvre pour réinventer ces ateliers de prévention et les adapter au contexte sanitaire particulier. Comment ont-ils fait? Pour certains, ils ont réalisé des appels sous forme de conférences téléphoniques où ils travaillaient avec le groupe sur des ateliers mémoire, sur d'autres ateliers. D'autres ont fait le choix de réaliser des vidéos où ils se filmaient et ces vidéos étaient postées et l'assuré le recevait par mail et pouvait justement retrouver le cours par vidéo. D'autres savaient que les retraités n'étaient pas équipés et ont fait le choix de réaliser des tutoriels papier qu'ils adressaient par voie postale pour que les personnes non équipées numériquement puissent continuer à recevoir l'offre de prévention. Et là, nous sommes là, mobilisés depuis l'année 2021 pour que ces partenaires qui sont mobilisés sur ces actions de prévention soient en capacité de réaliser des ateliers aussi bien en présentiel que en distanciel, que en format hybride, mêlant distanciel et présentiel. Ceci, il est extrêmement important que nous soyons à leur côté. Ça ne fait pas du tout appel aux mêmes compétences lorsque nous animons un atelier sur site en présentiel qu'un atelier en distanciel. L'adaptation, la participation, la posture, le lien de convivialité, tout ceci est différent. Nous sommes là pour justement sensibiliser ces partenaires à l'intérêt qu'il convient d'apporter à ces compétences. Mais également, nous sommes là pour accompagner ces partenaires. Pourquoi? Parce que toute l'offre de prévention que je vous ai présentée, les 8 grands axes, nous pouvons les transposer en distanciel. Il est vrai que les actions de prévention pour lesquelles l'information est descendante, un atelier mémoire, des conseils habitat, on voit que ça se transpose très bien. L'information est descendante. Par contre, il est vrai que sur certains ateliers, comme l'activité physique adaptée ou encore l'initiation au numérique, là, quelques heures de présentiel sont incontournables pour après pouvoir enclencher sur le distanciel. Les équipes de la CARSAT sont pleinement mobilisées aux côtés de ces porteurs de projets pour que demain, toutes les actions de prévention que nous subventionnons puissent être mises en place aussi bien en présentiel qu'en distanciel, qu'en format hybride mixant le distanciel et le présentiel. L'axe 3 de cette stratégie d'inclusion numérique est celle des webinaires de prévention. Au niveau de la CARSAT, nous avions l'habitude de proposer sur les territoires des conférences de prévention où des experts reconnus sur ce domaine intervenaient. Et il est vrai qu'au regard des périodes que nous avons connues et de confinement, nous nous sommes également questionnés et nous avons adapté cette offre de conférences. Maintenant, au niveau de la CARSAT, toute l'offre de conférences est déployée sous forme de webinaire. L'offre de webinaire est très riche sur des sujets de prévention où des experts reconnus interviennent. Quelques exemples sur les webinaires que nous allons proposer aux retraités d'ici cette fin d'année. Celle du mois de septembre sera sur la prévention et l'audition. Celle du mois d'octobre, du 11 au 15 octobre, nous avons prévu un événement 100% digital dans le cadre de la semaine du goût, un événement par jour. Ou encore des choses beaucoup plus ludiques, notamment le yoga du rire en fin d'année. Donc vous voyez, toute cette offre de prévention où nous avions l'habitude d'être présents au plus proche des retraités sur les territoires, nous avons fait le choix de basculer cette offre en webinaire pour vraiment être en phase avec notre stratégie d'inclusion
numérique. Vous pourriez me dire que ne bénéficient de ces webinaires que les personnes qui sont disponibles le jour du webinaire. Nous avons réfléchi à ceci et donc tous nos webinaires sont enregistrés puis mis à disposition sur la chaîne YouTube de la CARSAT pour que les retraités qui sont équipés et pas disponibles le jour du webinaire puissent aller consulter les replays et nourrir leurs connaissances sur la prévention. Et vous pourriez également me dire à juste titre que cette offre est en phase avec la stratégie d'inclusion numérique que nous déployons, mais que malheureusement, les personnes non équipées n'en bénéficient pas. Et ce point, nous l'avons également identifié. Et c'est pourquoi nous équipons les salles d'animation de nos partenaires. Quand je dis que nous équipons les salles d'animation, ça peut être du matériel de vidéoprojection, mais ça peut être aussi pour aménager cette salle d'animation avec quelques banquettes ou avec un lieu de bibliothèque. Tout est fait pour favoriser le lien social. Sur l'année 2021, nous avons alloué des subventions à 11 structures pour qu'elles puissent inviter les personnes retraitées qui ne sont pas équipées numériquement, mais qui ont envie de participer à ces actions de prévention. Et là, l'enjeu est de pouvoir diffuser les webinaires de prévention, soit en live lorsque le groupe est disponible, soit en replay, puisque nous mettons en ligne ces vidéos sur la chaîne YouTube. Mais aussi pour que les retraités puissent participer à l'offre de prévention que nous faisons évoluer en format distanciel ou en format hybride. Les retours sont probants. Les personnes qui ne sont pas équipées numériquement apprécient de se rendre dans ces salles d'animation, salles d'un CCAS, salles d'un centre social, salles d'animation d'une association, pour se retrouver, échanger entre pairs, mais aussi nourrir leurs connaissances sur le sujet de la prévention. Au regard de ces retours probants, nous avons fait le choix de reproduire ces leviers financiers sur l'année 2022. Voilà quels sont les 4 axes de notre stratégie d'inclusion numérique sur l'année 2021. Nous avons, sur ces 4 axes, à chaque fois évalué. Nous avons identifié les retours probants. Au regard de ceci, nous avons fait le choix de reproduire cette stratégie d'inclusion numérique sur l'année 2022. Les 4 axes que je vous ai présentés, nous les reproduisons à l'identique. Mais nous allons apporter des choses nouvelles. La première chose nouvelle est de favoriser l'émergence de parcours de prévention en distanciel. Comment allons-nous faire? Nous avons développé un quiz prévention. Vous pourrez retrouver sur le site de la CARSAT. Et l'idée, c'est que chaque retraité puisse s'auto-évaluer à partir de ce quiz. Et ce quiz permettra aux retraités d'identifier quelles sont ses fragilités. Fragilités sur l'axe nutrition, bien-être, activité physique adaptée, cognition. Et une fois que le retraité peut, grâce à cette auto-évaluation, identifier quelles sont ses difficultés, nous allons lui proposer en réponse l'offre de prévention en distanciel que nous mettons en place. La deuxième nouveauté est que nous souhaitons travailler avec les bailleurs sociaux sur 2 enjeux forts, le bien vieillir et l'inclusion numérique. Nous avons fait le constat que dans ces parcs de logements sociaux, la population est vieillissante. Cette population n'a pas forcément accès à toute l'offre de prévention, soit en présentiel, soit en distanciel. Là, l'enjeu pour nous va être de travailler avec ces bailleurs sociaux pour que l'offre de prévention aille dans ces structures et que les retraités repérés à risque de fragilité et étant résidents dans ces logements sociaux puissent en bénéficier. L'autre enjeu est celle de l'inclusion numérique.
Là, l'enjeu, ça va être de repérer également ces retraités en fracture numérique qui vivent dans ces logements sociaux. Et une fois que le repérage a été fait, nous allons pouvoir les équiper, les accompagner individuellement et enfin leur proposer de poursuivre cette initiation au numérique en participant aux ateliers d'initiation au numérique. Et ceci pour accompagner les retraités les plus fragiles dans cette transition numérique. Vous l'aurez compris. Enfin, le dernier axe est accompagner les futurs retraités en fracture numérique. Il est vrai que tout au long de ma présentation, je me suis attardée sur la population des retraités, repérés à risque de fragilité. Et là, sur ce dernier axe, nous allons agir en amont du passage à la retraite. Comment allons-nous faire? Nous allons travailler avec notre réseau retraite pour qu'il puisse identifier les futurs retraités à partir de 55 ans en fracture numérique. L'enjeu pour nous, c'est lorsque ces futurs retraités auront été identifiés en fracture numérique, nous allons être là pour les accompagner vers cette transition numérique. Pourquoi? Pour que lorsqu'ils arrivent au passage à la retraite, ils soient en capacité de déposer leur retraite en ligne, mais surtout après de pouvoir poursuivre une retraite sereine en participant à toute l'offre de prévention que nous pouvons proposer, soit en présentiel, soit en distanciel. Merci Valérie pour cette présentation. Je vais donc maintenant me faire le relais de vos questions et remarques. Il y a pas mal de questions, pas mal de demandes de précision. Alors, je ne crois pas trop m'avancer en disant que Valérie Bruguière va tenter de répondre à toutes celles-ci. Pas d'un point de vue temps, hein, parce qu'on a encore le temps. Peut-être qu'au lieu de 45, ça sera 50 minutes, mais ça devrait aller. Mais si jamais ça débordait ou si jamais elle n'était pas en capacité de répondre sur le moment parce qu'elle n'a pas les chiffres ou pas les précisions, je suis sûre qu'elle le fera dans un second temps. Voilà, par email. On lui transmettra les questions et les mails des personnes concernées. Alors, je vais le faire par ordre d'arrivée et je vais donc les relayer à l'oral puisqu'il faut que ces questions soient entendues sur le replay. Sur le replay, vous n'aurez pas la partie de droite avec les différents onglets, il ne restera que la vidéo. Donc, je m'en fais le relais. Donc, Emmanuel Sanchez qui nous demande de quel matériel sont dotés les retraités. Sur le matériel, ce sont généralement des tablettes. Donc des tablettes assez robustes et assez grandes. On a justement fait des études d'usage. Il est certain que pour nous, il est important que le matériel soit adapté aux seniors, assez grand, assez robuste en cas de chute. Concrètement, comment ça se passe? Nous allouons une subvention aux partenaires qui sont mobilisés. Cette subvention d'équipement est de 350 € pour que le retraité puisse avoir un matériel informatique robuste et aller vers une autonomie digitale. Très bien. Alors, une remarque de Rémi Dufour qui dit qu'il reste malheureusement toujours la problématique des zones blanches. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot à ce propos. Alors oui, il y a toujours la problématique des zones blanches. Nous l'avons identifiée et malheureusement, on n'a pas de réponse actuellement pour pallier ces zones blanches. Sophie Salaman, excusez-moi madame, qui demande comment un CCAS peut-il se positionner. Alors, je représente la CARSAT du Languedoc-Roussillon et le POS est Occitanie. Donc, mes propos seront pour la CARSAT du Languedoc-Roussillon qui couvront les départements de la Lozère, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Après, il est vrai que si vous avez des questions sur ces autres départements, nous vous adresserons une boîte mail de nos collègues de Midi-Pyrénées. Pour répondre concrètement à cette question, qui était comment répondre aux appels à projets. C'est bien ça, Hélène? Non, là, ce n'était pas sur les appels à projets. Il y a une autre question, en effet, qui se rapproche de celle-ci que j'allais vous poser juste après. Mais là, c'est Sophie Salaman qui demande comment un CCAS peut-il se positionner. Ok, de façon très simple. Si vous êtes sur la couverture du Languedoc-Roussillon et que ce sujet vous intéresse et que vous avez le souhait de vous mobiliser dans l'intérêt des usagers
qui sont repérés par le CCS. Je vous propose de m'écrire. Volontairement, j'ai laissé ma boîte mail puisque nous étudions chaque demande des structures qui ont envie de se mobiliser sur ce sujet. À réception de votre demande, je vous adresserai un dossier qui sera à me retourner pour qu'on puisse en faire une étude approfondie. Très bien. Alors, du coup, j'enchaîne sur la question d'Alain Courbier, puisque vous aviez initié sur ce sujet. Comment connaître les appels à projets de la CARSAT? A priori, vous sectorisez les offres sur les anciennes régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, mais aussi sur la nouvelle Occitanie, relayée par la RS qui propose des liens qui ne fonctionnent pas. Tout à fait. Donc, les appels à projets des CARSAT. Nous avons un appel à projet commun avec la CARSAT Midi-Pyrénées et nous avons un axe, celui du lien social, que nous avons en commun. Après, nous avons des axes différents en fonction des choix d'action sociale et du bienveillir qui peuvent être faits. Tous nos appels à projets sont répertoriés sur le site de la CARSAT LR, dans la rubrique partenaires. Nous lançons ces appels à projets en début d'année. Nous étudions après les dossiers du mois de mars à avril pour ensuite les présenter au conseil d'administration au mois de juin. Donc concrètement, toutes les appels à projets sont lancés en début d'année et vous pouvez les retrouver en consultant le site de la CARSAT LR dans la rubrique partenaires. Sachez que pour les partenaires de la CARSAT, lorsqu'ils ont le souhait de candidater à un appel à projet, en général, ces partenaires nous font une demande par mail pour que nous puissions collecter leurs mails dans notre base de données et les informer par retour de mail des lancements de l'appel à projet et également leur communiquer les cahiers des charges. Alors Anne-Claire Dubreuil, toujours un peu dans la même thématique, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça, qui demande si vous savez si la même démarche existe sur la partie Midi-Pyrénées. Pour les appels à projets? Je ne pense pas qu'on soit là sur les appels à projets, mais plutôt la stratégie d'inclusion numérique. Alors, ils ont également une stratégie d'inclusion numérique qui est différente de la nôtre. Donc là, si vous êtes intéressé par la présentation que j'ai faite, vous pouvez soit m'écrire et je relayerai votre demande à mon homologue, soit Dominique, dans le fil de conversation, a mis l'adresse mail de mes collègues de la CARSAT Midi-Pyrénées pour qu'ils puissent apporter réponse à vos questions. Très bien. Je reprends le fil du coup sur d'autres thématiques. Sylvie Blanc qui demande si l'équipement numérique est uniquement en lien avec l'expérimentation reconduite en 2022. Alors, nous reconduisons cette expérimentation. Donc concrètement, si de nouveaux porteurs de projets, de nouveaux partenaires souhaitent se mobiliser et qui n'étaient pas acteurs de l'offre 2021, ce n'est pas du tout gênant. Il est vrai que nous allons reconduire cette expérimentation avec les partenaires qui ont été mobilisés sur 2021. Mais nous avons l'ambition de toucher de nouveaux retraités que nous n'avons pas identifiés en s'appuyant sur de nouveaux porteurs de projets ou de nouveaux partenaires. Donc concrètement, s'il y a des personnes qui ont envie de se mobiliser sur ce sujet pour accompagner au mieux cette transition numérique et accompagner ces retraités à risque de fragilité, que ces personnes m'écrivent, puisque nous sommes là vraiment pour avoir une couverture territoriale. Merci. Stéphane Deloris qui demande combien de personnes ont bénéficié de l'accompagnement individuel sur 2021. Vous avez ces chiffres? Oui, nous avions une cible de 500 retraités à identifier et à équiper, et nous sommes actuellement sur 250. Ok. Emmanuel Sanchez qui demande quelle est la répartition des bénéficiaires sur les territoires. J'imagine par département, ça c'est comme ça que je l'interprète. La répartition des bénéficiaires sur les territoires. Si vous souhaitez, on va demander à Emmanuel Sanchez de préciser sa question. Si vous voulez bien, madame, nous mettre une autre question plus haut. Et puis, on passe à la suivante, on la reprendra après. Sophie Lantrand qui demande des formations autour de ces accompagnements à la mise en place d'ateliers hybrides peuvent-elles être mises en place avec des établissements de travail social? Alors, nous étudions toute demande. Après, l'idée, c'est de voir comment les équipes qui sont formées
vont mettre en place cette offre, vers qui, vers quel bénéficiaire et avec quelle stratégie. Parce qu'il faut que ça soit aussi en lien avec la stratégie d'inclusion numérique que nous développons. Donc répondre avec ces quelques éléments, je ne peux pas. Par contre, il est vrai que si cette personne est intéressée, on peut échanger à la fin de ce webinaire. Très bien. Marion Attisine, désolée madame, je ne parviens pas à prononcer votre nom de famille. Une stratégie spécifique est-elle proposée pour les retraités qui présentent des difficultés cognitives, maladies neurodégénératives par exemple, début de perte de mémoire? Alors, sur la stratégie d'inclusion numérique, celle-ci s'adresse aux retraités autonomes GIR 5 et 6. Donc, lorsque Hélène, vous m'interrogez sur cette demande, quand je vois des retraités qui présentent des difficultés cognitives ou maladies neurodégénératives, il faut identifier si ces personnes, ce public est bien éligible au dispositif d'une CARSAT, puisque nous sommes là sur de la prévention de la perte d'autonomie. Voilà. Après, il est vrai que si ces personnes sont un public autonome et qui ont des difficultés cognitives ou maladies neurodégénératives, je ne vous cache pas que l'accompagnement est différent. Mais au regard de ces éléments, il ne me semble pas que ce public soit un public autonome, j'irai 5 et 6, et il me semble que c'est un public qui est vraiment en perte d'autonomie, j'irai 1 à 4. Et nous n'accompagnons pas ce public. Ok. Sophie Lantrand qui demande comment les futurs retraités sont identifiés en tant que personnes en fracture numérique. Alors, deux possibilités. La première, je vous ai présenté les entretiens de prévention, où je vous dirais que l'enjeu au cours de ces entretiens était de pouvoir identifier avec la personne quels étaient ses besoins, ses difficultés. Pour ce faire, nous nous appuyons sur une grille multidimensionnelle avec 32 questions. Et dans cet échange, nous sommes en capacité de repérer les personnes qui sont en fragilité en santé sociale, mais également en fracture numérique, puisque ça fait partie de points d'attention que nous avons au cours de l'entretien. Donc concrètement, au cours de ces entretiens, nous sommes en capacité de les repérer. Après, ça peut être des retraités qui viennent spontanément dans le réseau des agences retraite ou des retraités qui appellent la plateforme téléphonique, où là, nous sommes également en capacité de les repérer. Enfin, le dernier point, c'est que toutes les structures partenariales avec qui nous travaillons ont connaissance de cette stratégie d'inclusion numérique et sont aussi en capacité d'être alertées sur une personne qui viendrait les voir et qui serait en situation de fragilité en santé sociale et également en situation de fracture numérique pour pouvoir les accompagner. Corinne Guibert qui en profite pour préciser et rappeler que l'UDCCAS est une plateforme de formation et d'information au service des communes et des CCAS et qu'à ce titre, des conventions de partenariat sont prévues sur toutes les thématiques. Oui. Valérie Fabre, Pôle emploi, Gare Lozère, qui demande est-il prévu des actions concernant les demandeurs d'emploi proches de la retraite? Alors, nous avions par le passé des actions portées sur ce public-là par nos services retraite et services sociaux. Là, dans le cadre de cette stratégie d'inclusion numérique que nous avions initiée en 2021, nous étions sur le public des retraités. Là, vous avez vu sur l'année 2022, le public des futurs retraités fait partie de nos axes d'un de nos axes de travail. Donc oui, je vous dirais que oui, et ça c'est un des axes que nous avons également identifié. Ok. Jawed Erougani qui se demande si l'appel à projet est uniquement réservé aux structures ou s'il est ouvert également aux indépendants. Non, c'est également ouvert aux indépendants qui ont la compétence pour mettre en place les actions de prévention que je vous ai présentées et qui sont référencées au travers de référentiels nationaux. Très bien. Merci pour ces précisions. Emmanuel Sanchez, alors du coup, qui rajoute, tout à l'heure, on n'avait pas bien compris sa question.
elle demande deux choses. Elle n'a pas bien compris si le matériel était conservé par la structure ou le bénéficiaire. Et je vous laisse répondre. Alors, le matériel est acquis par la structure à partir de subventions qui lui sont allouées par la CARSAT. Et après, le matériel acquis par la structure avec cette subvention est remis au retraité et ça devient la propriété du retraité. OK. Deuxième partie de sa question, ça portait sur la répartition territoriale tout à l'heure. Donc, elle demande, au vu des besoins et du nombre de retraités en Languedoc-Roussillon, 500 ciblés semble peu. Elle se demande 100 par département ou en fonction de l'implantation des structures conventionnées. Non, c'était en fonction des structures conventionnées. Nous avons fait ce choix-là. Et 500 peut paraître peu, mais pour une expérimentation, il fallait qu'on reste sur une dimension raisonnable parce que derrière, il y a quand même des enjeux financiers. Alors, je ne sais pas. 350, nous prenons que chaque heure d'accompagnement dans le cadre de cette stratégie est subventionnée à hauteur de 24,50 €. Donc derrière, il y a des enjeux financiers, des fonds d'action sociale que nous mobilisons. Et voilà, il est important pour nous de réaliser cette expérimentation sur 500 personnes où là, l'enjeu est déjà important avant d'étendre sur une couverture beaucoup plus large. Très bien. Alors, je ne sais pas si c'est de mon côté ou du vôtre. Valérie, il y a eu des petites coupures. Si c'est de mon côté, c'est très bien, c'est que tout le monde vous a entendu. On va donc quand même essayer de prendre une dernière question. Est-ce que quelqu'un peut juste me dire si vous avez entendu correctement la réponse? Ça me permettra de savoir si c'était de mon côté. En effet, il y a eu des petites coupures. Alors, demandez-moi, est-ce que vous souhaitez qu'elle reformule sa réponse ou est-ce que vous avez compris globalement? Alors, on attend la réponse. En attendant, je vous soumets la dernière question et puis on reviendra sur celle-ci éventuellement si nécessaire. Rémi Dufour qui demande si un accompagnement numérique à domicile peut être pris en charge par le forfait de prévention. Oui, tout à fait. Alors, vous parlez, madame, du dispositif Oscar, nous sommes d'accord? Monsieur Rémi Dufour qui demande si un accompagnement numérique à domicile peut être pris en charge par le forfait de prévention. Alors, il peut peut-être nous apporter ce complément d'information. Et puis, pendant ce temps-là, visiblement, les participants ont bien compris l'essentiel. Donc, on n'a pas besoin de revenir sur la question précédente. Oui, Rémi Dufour précise que c'est bien le premier point d'Oscar. Oui, il parle d'Oscar. D'accord, le premier point d'Oscar. Oui, tout à fait. Le dispositif Oscar avec les 3 axes que je vous ai présentés et notamment les 2 premiers, le kit prévention et les heures à domicile, tout ceci se fait au domicile de la personne. Ok, très bien. Valérie, vous souhaitez ajouter quelque chose? Je vous remercie de m'avoir laissé la parole pour présenter cette stratégie d'inclusion numérique qui est portée par la CARSAT. Si les participants souhaitent avoir des compléments d'information, ceci est tout à fait possible. J'ai laissé mon adresse mail. Dominique a dû laisser dans le fil de conversation l'adresse mail de mon homologue de la CARSAT Midi-Pyrénées. Et merci Hélène, merci Dominique, merci aux participants de m'avoir écouté pendant ce temps. Écoutez, merci également à tous. Les questions étaient nombreuses, donc je pense que dans l'ensemble, voilà, ça répondait véritablement à une attente. Le sondage nous le dira, et puis je vois que vous nous mettez des commentaires, donc merci beaucoup pour tout ça. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et un bon week-end. Au revoir.